Bonjour mesdames et messieurs, merci de cette invitation. Je parle en tant que chef de parti et je ne peux pas m'empêcher de demeurer ce que je suis. Je suis un philosophe de formation dans le monde darwinien où nous sommes. En principe, les philosophes ne devraient pas survivre. Il se trouve que jusqu'ici, les choses se sont plutôt mieux passées pour moi. Donc, je suis ravi de vous rejoindre aujourd'hui pour quelques minutes. Je voudrais vous dire d'abord un préalable, ensuite un constat, quelques problèmes contemporains et j'acheminerai vers ma conclusion. Un préalable d'abord pour un responsable politique français, évoquer la question des États-Unis et de l'influence américaine dans le monde est toujours un sujet un peu épineux, pour une raison simple, qui est historique. La France et les États-Unis sont des alliés de tout temps. Nous sommes, France et États-Unis d'Amérique, les deux seules grandes puissances à n'avoir jamais été en guerre l'une contre l'autre. Je reviendrai sur cette notion de guerre. Elle prend des tours aujourd'hui un peu différents. Et donc, nous autres Français, quand nous regardons les États-Unis d'Amérique, nous les regardons d'abord avec ce préalable, si j'ose dire, bienveillant. Voilà quelle était mon entrée en matière. Un constat historique, premièrement, la difficulté que nous avons, que nous partageons beaucoup d'autres pays avec la France, c'est que nous nous en rendions compte ou non, nous vivons encore sous l'égide de la fameuse doctrine Monroe des années 1820. Et si j'en risque une interprétation un peu rapide, le président américain Monroe, à l'époque, avait dit en substance, à partir du moment où les États-Unis considèrent que leurs intérêts sont en danger partout dans le monde, ils ont le droit d'y intervenir et d'y imposer leurs lois. Au fond, les États-Unis d'Amérique ne sont jamais complètement sortis de cette vision, même si elle était à l'origine plutôt limitée au continent américain et spécialement au continent sud-américain et à l'Amérique centrale. Dans la psychologie américaine, il me semble que cette vision des relations internationales est encore dominée par cette position de principe. Je voudrais signaler maintenant trois problèmes contemporains qui, vus de France en tout cas, posent vraiment de grandes difficultés. La première, c'est la question de la compétence extraterritoriale américaine, vous savez, par laquelle les États-Unis s'arrogent le droit de sanctionner toute entreprise du monde, quelle que soit sa nationalité, à partir du moment où elle traite en dollars, c'est-à-dire dans la devise américaine, avec une entreprise de n'importe quel autre pays. Nous autres Français, nous avons opéré des centrales électriques à Cuba, nous avons installé des usines de fabrication d'automobiles en Iran, et dans d'autres pays. Cuba et l'Iran, vous le savez, n'ont pas toujours eu des relations diplomatiques tout à fait calmes avec les États-Unis d'Amérique, et donc nos entreprises ont été sanctionnées très durement pour certaines, à coût de milliards de dollars d'amende, pour faire cesser ce que les États-Unis eux-mêmes considéraient comme des choses qui sont insupportables. De la même façon, la guerre contre la corruption qui est menée par le département de la justice américain contre des entreprises étrangères, enfin étrangères, en tout cas non américaines, pour faire en sorte que ces entreprises ne puissent pas faire des affaires comme elles l'entendent, au nom de la lutte contre la corruption, conduit de temps en temps le département américain de la justice à emprisonner des ressortissants, par exemple français, sur le territoire américain. Je pense à ce cadre d'Alstom qui s'appelle Frédéric Pierucci. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire il y a 4 ou 5 ans, tout simplement pour pouvoir démanteler plus facilement l'entreprise Alstom, qui est une grande entreprise française de construction de matériaux ferroviaires et de turbines de centrales nucléaires. Le département de la justice a considéré que les pratiques commerciales d'Alstom, qui avaient, je le cite avec horreur, l'habitude de verser de temps en temps des commissions à des intermédiaires pour obtenir des marchés, qui ne le fait pas, il se trouve que cette entreprise-là, Alstom, était vue avec un regard extrêmement gourmand par l'américain General Electric, et donc le département de la justice a fait les choses pour que Alstom soit fragilisé et soit plus facilement achetable par General Electric, et s'est servi en fait de ce levier anticorruption pour le faire. Cette compétence extraterritoriale, évidemment, est une atteinte à la souveraineté des États, elle est une atteinte à la liberté des acteurs économiques, et il est difficile de se réclamer de pratiques démocratiques quand, de manière systématique, on engage ce genre de procédure. La deuxième question, c'est la question de l'OTAN. Ça a été, tout à l'heure abordé par M. Gouchine. Je fais partie des quelques responsables politiques français qui pensent que la France devrait quitter le commandement intégré de l'OTAN et qui, par ailleurs, s'interrogent au-delà sur la réelle utilité de cette organisation
qui continue, enfin, qui a été fondé sur le principe que l'ennemi de l'Europe de l'Ouest est à l'Est, ça n'est pas mon sentiment, et deuxièmement, qui comprend dans ses rangs la Turquie, qui est pour le coup un adversaire authentique de l'Union européenne et du monde occidental. Vous me permettrez d'être direct dans mes propos, mais je n'ai pas beaucoup de temps, pas de temps pour les nuances en tout cas, et sur ce sujet, je ne crois pas qu'il faille en avoir beaucoup. Cette question de l'OTAN est une question centrale. Elle était conçue, cette organisation, comme un facteur de maintien de la paix ou d'un équilibre qui était celui de la guerre froide. La guerre froide n'a plus lieu. Je ne vois pas pourquoi tout ça serait maintenu. Ça me paraît aujourd'hui être davantage un facteur d'excitation qu'autre chose. Et puis, troisièmement, il y a cette espèce de vieille manie occidentale qui veut que nous ayons, je parle principalement des Européens, mais nous avons exporté ça d'une certaine manière outre-Atlantique, qui veut que nous soyons obsédés par l'exportation du modèle de la démocratie représentative et électorale dans tous les continents du monde. Ça nous a fait faire beaucoup de bêtises. Ça a provoqué la démarche de colonisation d'un certain nombre de pays d'Europe. Ça a provoqué plus récemment des interventions tous azimuts sur tous les terrains d'opération du monde, qu'elles fussent fondées ou pas. Et même si, à titre personnel, je n'ai aucune sympathie pour le régime du colonel Kadhafi, pas beaucoup d'avantages pour Saddam Hussein ou pour le régime syrien, force est de reconnaître que nous avons voulu absolument éradiquer ce que nous considérions comme des dictateurs. Ils l'étaient d'ailleurs probablement, pour certains d'entre eux en tout cas. Et nous nous sommes dit, notre modèle est le meilleur du monde, donc nous allons convier ces peuples libyens, syriens, irakiens et d'autres encore, et nous allons leur demander d'adopter notre modèle, ils s'en porteront mieux. Cette espèce d'orgueil au fond occidental, qui ne tient aucun compte des particularités des peuples locaux, est notre échec. Et très clairement, la conjonction de ces trois manières de voir, comment dire, d'abord la compétence extraterritoriale, ensuite le maintien de l'OTAN, puis cette mauvaise manie occidentale, explique probablement comme un arrière-plan intellectuel géopolitique ce que aujourd'hui entreprennent les États-Unis pour essayer de revitaliser, paraît-il, la démocratie dans le monde entier. J'en viens à trois conclusions, ou des conséquences, plus exactement, de ce que je viens d'évoquer. Il me semble d'abord, ça a été dit par M. Moura à l'instant, enfin, il ne l'a pas dit tout à fait comme ça, mais il me permettra de rebondir sur son propos. Personne au monde n'a le droit de s'arroger le droit de dire qui est une démocratie et qui ne l'est pas. À supposer d'ailleurs qu'il y ait un modèle de démocratie, ce dont je doute, et à supposer que le modèle le plus parfait, le plus achevé, soit le modèle de la démocratie américaine, ce dont je doute. Je dis la même chose d'ailleurs du modèle français. Mais voilà, laissons la diversité des peuples se dérouler comme les peuples l'entendent, et après tout, s'ils préfèrent avoir des suffrages censitaires, s'ils préfèrent adopter d'autres modes de désignation de leurs gouvernants, d'une certaine manière, ça les regarde. Il faut savoir si les peuples sont souverains ou bien s'ils ne le sont pas, et il me semble que dans les principes du droit international, un des éléments, c'est la reconnaissance de la souveraineté populaire comme le fondement de la légitimité politique et juridique. Et bien, si j'ose dire, tirons les conséquences ultimes de ce principe. Deuxièmement, et c'est un responsable politique d'un pays qui est très engagé dans la construction de l'Union européenne qui vous le dit, j'ai été un des quelques responsables politiques français à m'opposer systématiquement à la construction de l'Europe de Maastricht et de Bruxelles. Je crois dans la coopération d'États indépendants. Je ne crois pas dans les structures supranationales qui prendraient le pas sur l'indépendance des États et la maîtrise par les peuples de leur propre destin. Et je pense que cette embardée, si on peut dire comme ça, des États-Unis récemment, doit conduire chaque nation au monde à réfléchir sur les nouvelles formes que devrait prendre son indépendance et sa souveraineté, à supposer que les peuples, évidemment, en aient l'envie. Ce qui est certain, c'est que le concert international nous oblige à repenser pour une nation la notion d'indépendance, à repenser pour une nation la notion de coopération et à nous interroger sur la pertinence des vieux cadres juridiques. Il était fait référence tout à l'heure au modèle estonien, c'est un modèle du XVIIe siècle, on peut considérer qu'il pourrait être mis à jour utilement. Donc cette réflexion doit être à l'œuvre et les peuples, je crois, devraient s'en saisir. Enfin, il me semble que nous cédons, je dis nous, c'est vrai pour la France en tout cas, c'est mon grand regret, ma très grande tristesse, nous cédons trop facilement aux injonctions qui viennent d'autres pays que les nôtres. Je crois que, en tout cas, vous me pardonnerez ce chauvinisme, il paraît que c'est un défaut traditionnel des Français, donc je l'aime moi aussi.
Je suis attaché à mon pays et je crois que la France est un grand pays, malgré ses faiblesses tragiques d'aujourd'hui. Mais ce que je vais dire là, je crois, vaut pour tous les peuples. Il me semble que il n'y a pas de raison de n'offrir aucune résistance au diktat américain, car de temps en temps, ça peut être un diktat. Je sais bien que les relations internationales sont complexes, je sais bien que les commerces et les relations commerciales sont entremêlées. Je vois bien que beaucoup de pays sont drogués à la dette et qu'une partie importante du financement de cette dette provient du Trésor américain et de l'émission en billets verts. Je n'ignore rien de tout cela, mais je pense que, comment dire, il vaut, comme dirait un vieux dicton français, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ou encore cet autre vieux dicton français qui dit charbonnier est maître chez soi, même quand il n'a pas beaucoup de charbon. Ce qui est demandé aussi au peuple aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'à quel point ils peuvent avoir le moyen de privilégier d'une certaine manière un certain confort, je mets tout entre guillemets, plutôt que leur indépendance et la maîtrise de leur destin. Je pense que c'est ça qui est en jeu. Et je vois bien que derrière beaucoup de conflits, beaucoup de tensions internationales, de difficultés de relations, il y a des questions d'approvisionnement en matières premières, il y a les questions énergétiques, il y a ces questions d'accès aux ressources dont beaucoup d'Occidentaux ont peur de manquer bientôt. Voilà, il me semble que toutes ces réflexions sont sur la table et qu'en tout cas, les peuples aujourd'hui devraient beaucoup s'interroger sur les conditions de leur indépendance et de destin de leur nation. Je vous remercie de votre attention et merci à nouveau au Club 1717 de cette invitation.